Bienvenue sur les bords de Loire, dans cette vallée bénie des dieux, berceau de la Renaissance française. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, le Val-de-Loire accueille les plus beaux trésors de France. Vallée des rois, jardin de la France, la vallée ligérienne est parsemée des châteaux les plus prestigieux, posés sur un échiquier de verdure où coule le plus long fleuve d'Europe. Cette région fut marquée par les femmes les plus raffinées de leur temps qui ont imposé ce que l'on a appelé l'art de vivre à la française. C'est grâce à la rencontre dans le Val-de-Loire des cultures italiennes et françaises qu'est née la Renaissance. Et le château de Blois, où je me trouve actuellement, en est l'un des plus beaux exemples. Amboise, Chambord, Chenonceau, Ussé, Valençay, Villandry, entre autres, nous ont ouvert leurs domaines qui, pour certains d'entre eux, sont fermés au public. Ce sont les trésors du Val-de-Loire. Nous allons vous faire découvrir les châteaux de la Loire comme vous ne les avez jamais vus, à travers les chefs-d'œuvre insoupçonnés dissimulés derrière leurs murs. Des chefs-d'œuvre qui ont croisé les destins des plus grands personnages de notre histoire. De Charles VII à Henri III, les Valois ont transformé la région. Ayant découvert en Italie une nouvelle esthétique, ils n'ont eu de cesse de la transposer dans le Val-de-Loire. Le roi de France va découvrir la Renaissance italienne. Et pour lui, c'est évidemment un choc. Cela a donné la Renaissance française et ses joyaux comme Amboise, Blois, Chambord ou encore Azay-le-Rideau qui tente de retrouver aujourd'hui sa splendeur passée. La Renaissance s'est accompagnée d'une nouvelle manière de vivre, avec les jardins, la mode, la culture. Cet art de vivre inédit et unique est le symbole de l'excellence et du raffinement à la française. Elle invente un phénomène qu'on va appeler la mode. Entre fêtes somptueuses et guerres de religion, nous allons revivre les plus grands événements de la Renaissance. Mais le Val-de-Loire ne se limite pas à cet âge d'or. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la vallée ligérienne va devenir un lieu de plaisance où l'art de recevoir n'aura d'égal que la beauté de ses châteaux et leurs jardins à la française. Les esprits les plus brillants vont se retrouver dans les salons de Cheverny, Ussé ou Ménard. Dans ces châteaux, on se cultive, on apprend, on parle, on discute, on échange, on peut jouer de la musique. Enfin, vous allez découvrir qu'après la Révolution française et jusqu'au XXe siècle, les châteaux de la Loire entreront de plein pied dans la modernité. De Talleyrand à Wallis-Simpson, la duchesse de Windsor, les châteaux de Valençay, Candé ou Villandry vont à leur tour entrer dans la légende du Val-de-Loire. On voit la robe du mariage que portait Wallis Simpson, célèbre évidemment par son bleu, qu'on a surnommé le bleu Wallis. Autant d'histoires passionnantes vécues dans ces monuments, reflets d'un génie et d'un rayonnement unique qui font du Val-de-Loire un somptueux théâtre de l'histoire de France. Au Moyen-Âge, le Val-de-Loire est une région parsemée de forteresses austères. S'il est devenu le creuset de tous ces trésors, c'est en grande partie grâce à la guerre de Cent Ans. Nous sommes au début du XVe siècle. Charles VII devient le roi de France. Les Anglais ont envahi le nord du royaume et pris Paris. Le roi se réfugie avec sa cour dans la forteresse de Chinon. Le roi Charles VII est contraint de s'enfuir. Il s'enfuit où? De l'autre côté de la Loire, pour se mettre à l'abri grâce à la Loire, qui est une ligne de défense, face à une éventuelle menace des Anglais. Cette position stratégique offre une sécurité maximum au jeune roi. Le Val-de-Loire devient le berceau du royaume. Les grands seigneurs qui l'entourent, tout naturellement, vont venir s'installer dans ce secteur.
Ensuite, les hauts fonctionnaires, les grands commis du royaume, les hommes dont il a besoin, vont être trouvés dans la région tourangelle. Et c'est cela, en fait, qui explique aujourd'hui encore la densité incroyable de châteaux dans la région qu'on appelle la région ligérienne, c'est-à-dire la région de la Loire. Ils y trouvent également quelques avantages. Il y a une certaine douceur dans le Val-de-Loire. On parle, de la douceur angevine. On parle aussi du jardin de la France. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que quand on se promène dans le Val-de-Loire, eh bien, l'on voit des paysages très doux, des collines, mais aussi des champs et des terres très fertiles. On voit des vignobles et l'on sent que la terre est riche. Cette région va désormais être au cœur de l'histoire de France et donner naissance à ses plus beaux trésors. Cette région sera aussi le symbole de l'amour et des femmes. Un amour que Charles VII va porter avec passion à une jeune femme de sa cour. C'est la première favorite officielle de l'histoire de France, c'est Agnès Sorel. Elle a eu une influence sur la vie de la cour partout où elle se trouvait. Et donc, les châteaux vont être un peu mieux organisés, mieux arrangés, mieux meublés, mieux équipés, mieux aérés, mieux éclairés qu'ils ne l'étaient. La première favorite de l'histoire de France aura une influence considérable sur les châteaux de la Loire, à commencer par le château de Loches, que Charles VII lui offre en 1444. Ce château est à ce moment-là embelli par l'adjonction de nouveaux bâtiments pour permettre d'héberger Agnès Sorel. Loches, situé à une soixantaine de kilomètres à l'est de Chinon, est un bijou d'architecture du Moyen-Âge et de la pré-Renaissance française. On se rend compte donc que ce bâtiment n'est plus un bâtiment militaire. C'est un ouvrage largement ouvert sur l'extérieur, par ses fenêtres, qu'on appelle des croisées, ou bien même par ses balcons. On a envie de profiter du paysage. On se permet davantage de luxe, vous le voyez, on se permet de construire un bâtiment fait pour la plaisance, pour le plaisir. Agnès Sorel insuffle à la cour un véritable renouveau artistique, un art de vivre annonciateur de la Renaissance. Elle invente un phénomène qu'on va appeler la mode, en portant des vêtements jugés très audacieux. Agnès invente le décolleté qui découvre entièrement ses épaules. Ses coiffures sont de véritables pyramides. Des traînes prolongent ses robes brodées de martre ou zibeline. Deux trésors du XVe siècle, les portraits d'Agnès Sorel par Jean Fouquet et François Clouet, nous dévoilent les critères de beauté qui ont révolutionné son époque et surtout choqué les chroniqueurs religieux. Agnès Sorel scandalise l'Église à certains égards. Les extravagances de sa tenue, par exemple, apparaissent aussi comme quelque chose qui n'est pas forcément recommandable aux yeux de l'Église. Pour tempérer le courroux des autorités religieuses, elle va se montrer très généreuse avec les chanoines de la collégiale de Loches, située juste à côté du logis royal. C'est d'ailleurs ici qu'à sa mort en 1450, Charles VII, éploré, va vouloir l'inhumer dans un magnifique tombeau de marbre qui se trouve dans le cœur de la collégiale de Loches, où son corps désormais va reposer.
Ce type de tombeau, tout d'albâtre et de marbre noir sculpté d'or, était jusque-là réservé aux dépouilles du couple royal. Faisant fi du scandale, Charles VII consacre sa belle avec cette sépulture et en fait une presque reine. Quelques années plus tard, Charles VIII et Anne de Bretagne vont s'installer à 40 km de Loches, au château d'Amboise. Ils vont faire entrer le Val-de-Loire, puis le royaume tout entier, dans la Renaissance française. Le rêve de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, c'est de faire d'Amboise un palais au goût nouveau, c'est-à-dire confortable et un endroit qui soit prestigieux. Le roi entreprend de grands travaux sur la forteresse médiévale construite sur un plateau en surplomb de la Loire. Eh bien, l'on sait qu'il y a sur place 178 tailleurs de pierre et maçons. On sait qu'il y a 50 à 70 manouvriers, sans compter donc les charpentiers et les couvreurs. Donc il y a là toute une petite troupe de bâtisseurs qui s'emploient à construire sur les bords de la Loire une résidence véritablement royale. Pendant ce temps, Charles VIII mène campagne en Italie. La guerre le conduit jusqu'à Naples. Mais pendant ce séjour à Naples, le roi de France va découvrir la Renaissance italienne. Et pour lui, c'est évidemment un choc. Il faut se souvenir qu'à la fin du XVe siècle, le roi de France réside encore dans de vieilles forteresses médiévales. En fait, il a envie d'adopter, on le sent, cette architecture nouvelle et moderne de la Renaissance découverte en Italie. Dans la vallée de la Loire, on savait faire des châteaux et on découvre un nouveau modèle. Et c'est du croisement de ces deux influences que sort progressivement la nouvelle forme qui est celle des châteaux de la Loire. On a cette espèce de combinaison qui donne naissance à ce qu'on appelle parfois le style fleuri des châteaux de la Loire, c'est-à-dire un style qui mêle la finesse, la profusion décorative du gothique flamboyant avec les symétries davantage marquées, les quadrillages plus réguliers qui vont être le propre du style inspiré par l'Italie. Sur le chantier d'Amboise, on voit surgir l'aile dite Charles VIII avec le logis royal. Mais rien ne symbolise mieux la modernité d'Amboise que son ingénieuse tour des Minimes. Cette tour cavalière est l'un des plus beaux exemples d'innovation de la fin du XVe siècle. Cette tour a l'air d'une tour de défense, mais c'est une illusion, c'est un leurre, puisque c'est une porte d'entrée. C'est une rampe qui fait 5 boucles et qui permettait aux chevaux et aux attelages de passer du niveau de la ville
au niveau des terrasses du château. Ce sont des croisées d'ogives qui reposent sur des murs. Le mur extérieur, c'est la silhouette massive du château, et à l'intérieur, c'est ce cylindre vide sur lequel donc s'appuie ce grand chemin d'accès. Le règne de Charles VIII va marquer un renouvellement profond de la manière de vivre. La nouvelle cour de France devient le cadre d'une révolution esthétique et spirituelle. La Renaissance, dont ce trésor qu'est Amboise, sera le laboratoire. Après Amboise, c'est le château de Blois qui va avoir les honneurs du roi de France. Louis XII succède à Charles VIII et prend pour épouse Anne de Bretagne. Il grandit ici, à Blois. Il en a donc fait sa résidence principale et entreprend la reconstruction du château. Je me trouve d'ailleurs dans l'aile qui porte son nom. Dorénavant, on va oublier le caractère défensif des forteresses pour s'acheminer vers plus de raffinement. L'influence italienne va ouvrir les châteaux vers les jardins qui ne sont plus clos. Cette influence va se voir aussi avec la création du couloir que l'on appelait à l'époque une galerie, comme cette galerie Louis XII, qui accueille aujourd'hui le musée des Beaux-Arts. De vrais trésors y sont conservés, et notamment cette tapisserie du XVIe siècle sur laquelle on voit le château de Blois ou ce porc-épic doré au-dessus de la chambre du roi qui date de la Renaissance. La nouveauté à l'époque, c'est que ces galeries permettent d'accéder aisément à chaque salle sans être contraint de traverser toutes les pièces selon l'usage français. Et ce n'est qu'un début. L'influence italienne va permettre à Blois d'entrer dans la Renaissance française. À partir de 1462, Blois devient la résidence favorite des rois de France. Elle le restera pendant plus d'un siècle. Château de Blois, château de roi. À Blois, le roi s'impose jusque dans l'architecture. Dans la cour d'honneur, une statue équestre de Louis XII accueille le visiteur. Cette présentation du roi au-dessus de la porte de son château signifie qu'il domine le royaume à l'extérieur du château, comme il est le maître à l'intérieur du château. Cette statue est donc une affirmation de majesté, une affirmation de souveraineté. Louis XII va s'entourer des meilleurs artistes italiens. Leur influence va se faire sentir surtout dans l'ornementation. Dans l'aile Louis XII, la galerie qui a été constituée peut être considérée comme la transition entre le style gothique et la Renaissance. Donc on passe à une autre époque. Mais c'est dans les jardins du château que transparaît réellement la révolution de cette toute nouvelle résidence royale. Rompant avec le jardin médiéval clos et strictement nourricier, le roi souhaite profiter de la nature et crée des jardins à l'image de ceux de Villandry aujourd'hui. Louis XII va créer des jardins très importants. Le jardin devient ce qu'il va être peu à peu à la Renaissance, c'est-à-dire un lieu de vie, un autre appartement. Et là, on est à la césure entre le moment où on a un jardin complètement fermé et où on va avoir un jardin complètement lié au château. Avec Louis XII et Anne de Bretagne, le jardin s'étend sur tout le pourtour du château. À Blois, le jardin et le château sont conçus comme un tout, comme un ensemble architectural à part entière. Et c'est la première fois. Donc il va créer des grandes terrasses, et ça c'est aussi caractéristique du jardin à la Renaissance, on ne va pas hésiter à faire des travaux. C'est une œuvre d'architecture, un jardin à la Renaissance. Donc il va créer des grands jardins, on raconte même qu'il a aplani les collines de Blois pour faire ces jardins. À Blois,
l'horticulteur Pacello da Mercogliano, venu d'Italie pour servir le roi, va donner libre cours à toute sa créativité. Le but de Pacello da Mercogliano, à travers ces jeux de terrasse, ça va être de créer des tableaux paysagers. On va vraiment favoriser l'esthétisme du jardin. On va vraiment enrichir par des jeux de couleurs, des jeux d'odeurs qui vont permettre aux promeneurs de participer un peu à ce jeu de la nature, de vivre un peu le jardin. En 1515, Louis XII meurt. François Ier lui succède sur le trône de France. Le nouveau roi est séduit par cette propriété aux dimensions gigantesques. Après les guerres d'Italie et sa victoire de Marignan, il offre au Val-de-Loire, avec la nouvelle aile qu'il fait bâtir, sa fascination pour l'art italien. Les choses ont changé. L'architecture n'est plus une architecture de briques. On adopte maintenant une belle pierre de taille blanche. Et de ce point de vue-là, eh bien, le château construit par François Ier est un château plus luxueux. Douce et lumineuse, la pierre blanche de tuffeau, utilisée pour la première fois pour une maison royale, va devenir l'identité culturelle même du Val-de-Loire. François Ier fait bâtir l'aile des loges, une galerie rythmée par des loggias directement inspirés de l'architecture italienne, qui est particulièrement spectaculaire à la nuit tombée. Cette aile dite des loges est un bouleversement dans l'histoire de l'architecture française. Car jusqu'à présent, l'on avait adopté sur des châteaux aux silhouettes encore médiévales un décor venu d'Italie. À l'aile des loges, construite par François Ier, on adopte une structure qui, elle, vient directement de l'Italie. L'art italien entre à Blois par la grande porte avec l'aile François Ier, dont l'élément central est un véritable chef-d'œuvre d'architecture. L'escalier à vis, de forme octogonale, que l'écrivain Balzac disait « fouillé comme un ivoire de Chine », est couvert de fines sculptures, d'ornements italiens et d'emblèmes royaux. Le style fleuri, propre au château de la Loire. Je pense que François Ier a une idée essentielle pour la monarchie française et l'État de toute façon, la notion de spectacle. C'est la première fois à Blois que le pouvoir se met en scène, prend un aspect théâtral avec le fameux escalier. Et les balcons qui se trouvent de chaque côté du fameux escalier de Blois ne sont pas là par hasard. Ils permettent aux courtisans de voir circuler le souverain qui aime bien apparaître. Avec le nouveau roi, la mode italienne triomphe dans la décoration et Blois est une immense fête. La cour fait assaut de luxe et de plaisir. Le château brille dans un tourbillon de réceptions plus spectaculaires les unes que les autres. La présentation au XVIe siècle des plats est extraordinaire. On présente des hérons reconstitués, des choses comme ça. La table est un vrai spectacle. Mais ce qui fait la fierté de François Ier, ce sont les jardins, dont il fait l'écrin de fête désormais légendaire.
Le jardin devient un moyen de développer l'art de vivre, l'art de recevoir la cour au château, de la divertir, de la présenter finalement, de la mettre en valeur par une sorte de spectacle de cour permanent. Il est tellement fier que lors du séjour du prince de Mantoue, un prince italien, il lui fait faire l'entière visite du château. Cette visite est restée célèbre grâce à la lettre du secrétaire du prince qui raconte qu'elle s'est achevée dans les combles par un épisode qui, à l'époque, a fait jaser. Donc on se trouve dans les combles aujourd'hui du château de Blois, c'est-à-dire le 3e niveau, au-dessus des appartements officiels du roi et de la reine. Alors ces pièces étaient dévolues à des logements, les logements des demoiselles qu'on cite dans la lettre de Stasio Gadio au duc de Mantoue. Ces pièces aujourd'hui ont perdu leur fonction d'origine, on s'en sert comme réserve. Mais c'est là qu'on pouvait loger ces demoiselles, une vingtaine, on pense du temps de Claude de France, de jeunes femmes, de la suite de la reine, et il commence à lui faire le tour du propriétaire. Je vais vous emmener vers le dortoir, enfin les chambres, il dit exactement, les chambres des demoiselles. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que François Ier n'entend pas y faire une simple visite de courtoisie. On peut supposer, effectivement, c'était pour avoir des relations dites galantes avec les dames. Et Stasio Gadio, donc le jeune homme qui raconte, le secrétaire, dit on est resté à l'extérieur. Et puis, il ne dit pas ce qui se passe exactement. Après, on les a retrouvés ensuite dans l'antichambre. Alors ensuite, il y a eu on a beaucoup glosé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il n'a pas osé raconter. Alors on ne sait pas s'il n'a pas osé raconter. Mais en tout cas, il a quand même été effectivement surpris par l'attitude du roi qui lui a dit allez, on va se passer un bon moment, on va voir les demoiselles. On voit pour les Italiens, ça les a quand même surpris. François Ier a laissé un autre trésor à Blois, qui sera quelques années plus tard le cabinet de la reine Catherine de Médicis. Cette merveille de la Renaissance recèle de nombreux mystères. C'est le studiolo. Donc nous nous trouvons dans le studiolo, qui est le terme italien qui désigne en fait un bureau. Alors il a comme intérêt surtout d'être l'une des rares pièces de ce type conservées aujourd'hui en Europe. On va trouver 8 placards dissimulés. Le système d'ouverture se trouve dans la plinthe. Ces placards dissimulés dans les boiseries sont à l'origine de la légende dite des poisons qui entoure Catherine de Médicis. Catherine de Médicis était une femme étrangère, une femme de grand pouvoir, donc il était aisé et facile de lui attribuer ce genre de pratique. Ces magnifiques décors nous rappellent que le château royal de Blois fut la demeure de 7 rois et 10 reines de France. Il est aussi un condensé des différents styles d'architecture que l'on peut trouver dans le Val-de-Loire. C'est le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, qui fit bâtir au XVIIe siècle, dans un style classique, l'aile qui achèvera la construction du château. Mais revenons à la Renaissance. François Ier, qui a fait de son pouvoir un véritable spectacle dans le château de Blois, va franchir un pas de plus dans la représentation de son autorité. Il va faire construire le château le plus mystérieux de l'architecture française, le château de Chambord.
Le château de Chambord, c'est un château idéal. C'est un bâtiment un petit peu utopique de ce point de vue-là. C'est un château de rêve. Et tout est possible. Et la première utopie de François Ier, c'est de choisir pour édifier son château où il viendra pour chasser une région de forêts giboyeuses et de marécages. C'est un défi extraordinaire. Chambord, il est unique par sa conception. Il est édifié sur un terrain mouvant. Il faudra des milliers de pilotis. L'eau sera une menace permanente. Jusqu'à 1800 ouvriers vont venir édifier cette surprenante création architecturale qui défie les éléments. Mais au-delà de l'immense prouesse technique de ce chantier, l'objectif du souverain, avec ce château, est d'inscrire dans la pierre la dimension sacrée de la royauté. Tout à Chambord exprime l'idée que dans le royaume, tout tend vers le roi et que dans le royaume, tout émane du roi. Et l'idée, il l'exprime à travers sa structure, qui est une structure en croix. Les 4 galeries en croix qui convergent vers le centre, au centre où se trouve le double escalier, ce double escalier qui exprime une ascendance vers le lanternon central, lui-même coiffé de la couronne et de la fleur de lys. Et c'est la première fois que le pouvoir monarchique ose s'interposer entre la terre et Dieu. Il est plus haut que les clochers. Le plan centré du château repose sur un corps central parfaitement carré en croix grecque, comme celui de plusieurs églises italiennes de l'époque. Un château à la dimension féerique, un château majestueux, dont l'escalier est un véritable chef-d'œuvre. Cet escalier est composé de 2 hélices entrelacées. Quand on emprunte finalement l'un des escaliers, eh bien, on ne croise pas les gens qui empruntent eux l'autre. C'est un escalier à double révolution, voilà comment on l'appelle. Cet escalier à double révolution s'inscrit dans le décor sous des voûtes à caissons ornées de l'emblème royal, la salamandre. On peut y voir encore aujourd'hui le logis royal constitué d'un remarquable oratoire. Tout ici est fait pour surprendre. Tout est absolument nouveau. Un château qui est tellement original que toute l'Europe en parle. Le premier visiteur ébloui est Charles Quint, qui va dire dans une phrase célèbre « C'est l'abrégé de ce que peut faire le génie humain ». François Ier devient un roi bâtisseur exceptionnel. Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, est l'ennemi légendaire de François Ier. Lors d'un voyage dans les Flandres, il est contraint de traverser le royaume de France. François Ier l'invite à Chambord avec le dessein de l'impressionner. À Chambord, une tablette tactile restitue en 3 dimensions les décors du château tels qu'ils étaient au XVIe siècle. Ainsi, une chambre est entièrement habillée pour sa venue de tentures noires et or. La chambre qui a reçu Charles Quint recouvre sous nos yeux son décor du 18 décembre 1539. Nous avions à cette époque des nattes de jonc pour pouvoir isoler du froid. C'est important dans ces logis de faire des aménagements pour les rendre agréables et faciles à chauffer. Donc des tentures sur les murs et des nattes au sol. Élément très intéressant aussi, nous avions la description dans les documents du garde-meuble des tentures du lit de Charles Quint. Nous avons recréé le lit
pour comprendre comment est constitué un lit à la Renaissance. La description précise, retrouvée dans les archives du lit dans lequel l'empereur Charles Quint a dormi, témoigne de l'art de vivre à la Renaissance. Couverture en taffetas, oreillers et traversins, matelas de plumes, sous-matelas en matière végétale tressée, le confort et l'esthétisme, rien n'est laissé au hasard pour impressionner l'empereur, même pour une seule nuit. Nous avons placé aussi un élément un peu symbolique, c'est une arquebuse qui rappelle que François Ier et Charles Quint ont chassé ensemble le 18 décembre 1539, juste avant de venir à Chambord dormir. François Ier a convié Charles Quint à partager avec lui une grande battue dans l'immense parc de Chambord. Le grand projet du roi, en faire un véritable temple de la chasse. Et à Chambord, la vraie nouveauté, c'est que le roi crée une vraie réserve de chasse. Une notion qui est assez moderne, avec tout un personnel qui représente le roi ici. Ce qui rend ce domaine exceptionnel, c'est qu'il est encore aujourd'hui le plus grand parc clos d'Europe. Le roi chasse avec des centaines de personnes, que ce soit des valets de limiers qui s'occupent des chiens, que ce soit les rabatteurs, les canardiers si on chasse au canard, les renardiers si on chasse des animaux nuisibles. Il y a beaucoup de personnel qui suit le roi dans ses chasses. C'est un art, c'est l'art de chasser, et François Ier est le premier veneur à défendre cet art de chasser. Mais la chasse royale par excellence est celle du cerf. Un moyen pour François Ier d'impressionner son visiteur en le conviant à partager avec lui cette activité. C'est une activité qui montre l'autorité d'un personnage, qui montre sa puissance. Et seul le roi peut déléguer ce pouvoir à des nobles. Donc c'est déjà montrer sa place dans la société que de chasser. François Ier se sert de cet exercice comme d'un outil diplomatique. Un outil que l'on utilisera jusque sous la Ve République. Valéry Giscard d'Estaing invite par exemple ici Juan Carlos, peu après sa montée sur le trône d'Espagne. Alors on imagine que c'est un moment privilégié, passé ensemble à pratiquer une activité de loisir, une activité aussi qui montre les valeurs de la France. On est dans une tradition ici qui montre vraiment l'art de vivre à la française. Valéry Giscard d'Estaing et de Don Juan Carlos, tous deux souriants et très détendus. Quelques minutes de pause pour les journalistes et le chef de l'État et son hôte se dirigeaient vers les Land Rover qui devaient les conduire sur les lieux de la battue au sanglier. Cette tradition, véritable survivance monarchique, va perdurer jusqu'en 2010. L'une des plus incroyables constructions que le siècle de la Renaissance nous ait laissées sera totalement achevée au XVIIe siècle. Nous sommes de retour à Blois, dans la salle du roi. La salle du roi est la pièce publique des appartements royaux à la Renaissance. C'est là que François Ier prend ses repas et donne audience sous ce dais. C'est un lieu d'ostentation du pouvoir. Tout manifeste la puissance du souverain et la richesse du royaume. La salle conserve d'ailleurs une cheminée qui est peinte et dorée sur laquelle se trouvent l'emblème et l'effigie de François Ier, la salamandre et les fleurs de lys, ainsi que celle de la reine Claude de France, l'hermine. Dans les années 1520, une femme brille à la cour de François Ier, c'est Diane de Poitiers. Elle est dame d'honneur de la reine Claude. Elles se sont certainement promenées ici, dans cette galerie somptueuse, qui était un lieu de promenade intérieure, d'où l'on pouvait admirer les jardins. La galerie de la Reine, c'est comme ça qu'on l'appelle, était aussi destinée au divertissement et aux réceptions. C'est la raison pour laquelle on retrouve un petit trésor du XVIe siècle, ce clavecin italien de 1572.
Diane de Poitiers vit donc dans l'entourage des enfants de France. Petit à petit, elle va devenir pour eux comme une seconde maman et plus précisément pour le petit Henri, le futur Henri II, avec qui elle va nouer une relation très étroite. C'est lui d'ailleurs qui lui offrira l'un des plus beaux trésors du Val-de-Loire, le château de Chenonceau. En 1547, le fils de François Ier, Henri II, monte sur le trône. Il a épousé 15 ans plus tôt Catherine de Médicis, mais n'a Dieu que pour sa favorite, la belle Diane de Poitiers. Elle est la femme la plus influente du royaume et veut un château dans le prestigieux Val-de-Loire. Le château de Chenonceau est sans doute le plus original de tous les châteaux de la Loire, parce qu'il a été conçu comme un palais vénitien par rapport à l'eau. Il n'est pas au bord du Cher, il enjambe le Cher. Chenonceau vient d'être construit par l'intendant général des finances du roi, un certain Thomas Bohier. À la différence des autres châteaux de la Loire bâtis sur des forteresses médiévales, c'est l'environnement qui a été prédominant pour le choix de son emplacement. Il va faire construire son château sur les piles d'un ancien moulin dans le cours du Cher. Donc Chenonceau est exceptionnel dans le sens où son architecture s'inscrit à merveille dans le paysage qui l'entoure et notamment dans le lit de la rivière. Le château bâti par Bohier est tout à fait dans le goût de la Renaissance. De larges fenêtres à meneaux, des lucarnes en pierre blanche de tuffeau. Diane va ajouter un pont à arcades jusqu'à l'autre rive du Cher. Elle fera de Chenonceau un chef-d'œuvre. On est dans un geste architectural tel que l'on se soucie de la beauté des façades qu'il compose, avec leur symétrie, leur régularité et par conséquent leur harmonie. Diane a une vision pour Chenonceau. Entourer le château de jardins qui vont magnifier la demeure. Un jardin va sortir de terre qui sera l'un des plus innovants de ce temps. On imagine qu'à l'époque où Diane de Poitiers acquiert Chenonceau, elle fait construire ce jardin sur un ancien champ d'orge qu'on aménage de manière à isoler une partie de la berge pour en faire une sorte d'île. Au total, il faudra des centaines d'ouvriers, des milliers de tombereaux de pierre et de terre à gazon pour réaliser ce qui s'appelle toujours aujourd'hui le jardin de Diane. L'intention de Diane de Poitiers, quand elle construit ce jardin, c'est de créer une impression de surprise, mais aussi d'opulence. On a des dessins très très riches de parterre. On essaie vraiment de donner quelque chose de très artistique. Diane veut faire de sa nouvelle résidence le cadre idéal pour recevoir la cour et le roi. Mais le 30 juin 1559, Henri II est mortellement blessé à Paris lors d'un tournoi. Pour Diane, tout va changer. Elle va devoir quitter Chenonceau. Catherine de Médicis, qui détient les clés du pouvoir, va vouloir le récupérer
pour en faire un outil politique dans un royaume soumis aux guerres de religion. Chenonceau va devenir un instrument de son pouvoir. Elle n'efface pas la trace de Diane à Chenonceau. Elle l'utilise en faisant édifier 2 galeries superposées sur le pont construit par la Favorite. Il y a là, au niveau paysager, quelque chose d'extraordinaire. Cette galerie sur le Cher, c'est quand même sans équivalent ailleurs, c'est quelque chose d'un petit peu magique. L'image de Chenonceau est magique. Ces galeries forment un espace de réception unique au monde et donnent au château son aspect actuel. Un château a une fonction d'apparat, d'ostentation, d'exhibition. Et c'est notamment le sens qu'a la galerie. Mais en même temps, le châtelain a besoin d'un lieu où se replier, où se mettre à l'abri du monde. Et ça, c'est la fonction du cabinet, ou de ce qu'on appelle le studiolo. À Chenonceau, pour Catherine de Médicis, c'est le cabinet vert qui a cette fonction. Son plafond à caisson en bois de chêne est remarquable. Un des premiers plafonds italiens en France. Mais Catherine ne se contente pas de ces modifications décoratives. Elle agrandit le jardin et conçoit un jardin sensoriel, aux odeurs nouvelles et raffinées. Elle en fait des lieux de fête et de réception. On y danse, on va écouter de la musique. On va aussi profiter bien évidemment des feux d'artifice au-dessus du Cher. Les fêtes dans les jardins de Chenonceau vont servir à une stratégie pour pacifier le royaume. Elles vont réunir les différentes forces politiques afin de les faire coexister autour de la personne du roi. Au-delà de l'esthétique, tous ces changements servent la politique de la reine. Depuis son château de Chenonceau, Catherine de Médicis dirige un royaume mis à feu et à sang par les guerres de religion. Elle sait que pour maintenir la paix dans son royaume, entre catholiques et protestants, elle devra user de ruses. Chenonceau est le cadre idéal de sa stratégie. Il y a l'idée de rassembler catholiques et protestants, au moins pendant l'espace d'un divertissement. Elle aime à faire, c'est elle-même qui l'écrit, elle aime à faire baller ensemble, c'est-à-dire danser ensemble, papistes et huguenots. La menace d'une guerre civile entre catholiques et protestants est nourrie par la rivalité entre 2 grands seigneurs, le duc de Guise, côté catholique, et côté protestant, le prince de Condé. Entre les deux, Catherine sait qu'elle devra s'armer de ruses et mobiliser les femmes. Il faut bien comprendre que les gentilshommes sont des soldats. La présence des femmes les oblige à une maîtrise de soi. Lors de la soirée du 13 avril 1563, dans les cuisines de Chenonceau, on s'affaire. Catherine de Médicis donne une réception et joue son atout charme. Le fameux escadron volant, un groupe de jeunes femmes bien nées, dévouées à la reine et qui intriguent autour des 2 grands princes pour mieux connaître leurs intentions. C'est un véritable réseau d'espionnage qui est mis en place dans la nouvelle galerie. Mais le destin donnera d'autres rôles à cette pièce historique. C'est au XXe siècle qu'elle deviendra hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale et aura pendant la Seconde une fonction héroïque.
Aussi incongru que cela puisse paraître, la ligne de démarcation longeant le cours du Cher passait juste au milieu du château. L'entrée principale était en zone occupée, tandis que le pont-levis donnait sur la France libre. Il est arrivé qu'à la nuit tombée, la galerie de Catherine, dans le silence de ses murs séculaires, permette à ceux qui fuyaient la barbarie de passer en zone libre. Il reste assez peu de chefs-d'œuvre de la Renaissance. Chenonceau en est un, mais il en existe un autre, à quelques kilomètres. C'est Azay-le-Rideau, qui, parce qu'il était en péril, fait actuellement l'objet d'une restauration. Les reflets donnent l'impression que le château est un vaisseau qui avance. Azay-le-Rideau est un bijou, c'est le diamant de l'Indre. On peut dire que c'est un concentré du style des châteaux de la Loire, la Renaissance, c'est presque une miniature, en quelque sorte, absolument ravissante. C'est Gilles Berthelot, le conseiller du roi Louis XII et trésorier de France, qui fait bâtir le château d'Azay-le-Rideau en 1510. Une grande campagne de restauration est à l'œuvre pour lui rendre sa splendeur. Elle va durer 3 ans. Vous voyez ici que la façade ouest est vraiment recouverte de lichen et de mousse. Donc il va falloir nettoyer au microsablage, au micro-laser et au scalpel et à la vapeur. C'est un travail chirurgical. L'ennemi des châteaux de la Loire, l'ennemi du tuffeau, c'est la pollution bien sûr, elle est présente, et puis l'humidité. Un travail chirurgical et de longue haleine qui va permettre aux restaurateurs de retrouver l'aspect lumineux de la pierre de tuffeau sur les 5425 mètres cubes de façade du château. Chaque pierre de la façade est numérotée. Et ensuite, on va avec les restaurateurs, les tailleurs de pierre, l'architecte en chef des monuments historiques sur les échafaudages pour identifier quelles pierres doivent être changées. Les tailleurs de pierre remplacent les blocs de tuffeau détériorés. Ces artisans d'art travaillent avec les mêmes outils et les mêmes techniques que les tailleurs du XVIe siècle. Alors, le chapiteau qui existait auparavant était très abîmé, la lecture était presque impossible. Donc le sculpteur Supierre a fait un relevé de cette sculpture d'origine. Il a fait valider par l'architecte en chef des monuments historiques et maintenant il resculpte le chapiteau. La qualité des sculptures du château d'Azay témoigne des talents alors réunis dans la région au XVIe siècle par les commandes royales et aristocratiques. Ici, la pierre ne va pas être remplacée, on va laisser en l'état. C'est-à-dire que même si à nos yeux elle semble altérée, elle est suffisamment lisible pour qu'on la laisse en place et qu'on ne la resculpte pas. Parce que c'est du patrimoine, parce que ça vient de nos ancêtres, les compagnons du XVIe siècle, qui ont fait le même travail et qu'il faut laisser cette trace au maximum. Les sculptures ont également beaucoup souffert des restaurations précédentes, utilisant des mortiers trop durs, qui empêchent le travail naturel de la pierre au fil du temps. C'est pourquoi le strict respect de la matière d'origine est la clé de voûte du chantier de restauration mené aujourd'hui. Alors à chaque fois, c'est vraiment une quête de cette authenticité, un respect véritablement du caractère du monument qui est déterminé par des matériaux locaux. Par exemple, pour le mortier, on fait attention à utiliser une chaux accompagnée et mélangée avec un sable du Val-de-Loire. Tout simplement pour respecter l'implantation du château. Il ne faut pas oublier que le château d'Azay-le-Rideau a été construit au XVIe siècle et qu'on utilisait des matériaux de proximité. La charpente du château d'Azay-le-Rideau, véritable vaisseau de chêne, est un témoignage exceptionnel des charpentes du XVIe siècle.
Mais quelques pièces de bois sont très endommagées par des infiltrations d'eau. Le chêne qui a servi à faire cette charpente provient de la forêt de Chinon, juste à côté. François Ier, en 1517, signe une lettre qui autorise Gilberthelot à couper tout le bois dont il a besoin pour faire son château. On étudie les cernes de l'âge du bois qui nous permettent de dire que le bois a été coupé entre novembre et mars de l'hiver 1518-1519. Donc c'est bien la charpente d'origine. Et donc cette charpente est quasiment intacte depuis le XVIe siècle. Donc la restauration concerne principalement quelques morceaux de charpente, mais surtout la toiture. L'équipe de charpentiers œuvrera pendant plus de 12 mois. Sur les 1838 mètres carrés de charpente, 35 seulement devraient être remplacés. L'art du tracé de charpente est inscrit par l'UNESCO comme savoir-faire traditionnel sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on dit qu'on restaure cette charpente-là et qu'on se dit qu'elle peut refaire 400, 500 ans, c'est vrai que c'est incroyable. Toute restauration réserve ses surprises. Sous la couverture d'ardoise des combles du château, les charpentiers ont fait une découverte qui nous transporte au XIXe siècle. Un casque et un soldat prussien gravé sur un enduit. En 1870, l'état-major prussien s'est installé au château d'Azel-Rideau et donc a occupé les lieux pendant un certain temps. À leur départ, d'ailleurs, la mère du marquis de Biencourt les a regardés partir et a dit « Messieurs, je ne vous salue point. Nous avions eu les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, il nous manquait plus que les Saligots. » Si la Renaissance que l'on tente de préserver à Azef est la réputation du Val-de-Loire, c'est grâce à la présence des souverains français. L'un des derniers grands rois à avoir marqué le Val-de-Loire est probablement Henri III. Nous nous trouvons ici dans ses appartements où s'est commis un assassinat. En effet, le 23 décembre 1588, nous sommes en pleine guerre de religion. Henri III fait assassiner celui qui voulait le destituer, le duc de Guise. Et c'est dans cette chambre, au pied de ce lit, que le duc de Guise s'est écroulé avant de mourir. Si Henri III a marqué le Val-de-Loire, les souverains français, à partir de François Ier, vont lentement le délaisser et se tourner vers une autre région. Paris, tout d'abord, puis Versailles au XVIIe siècle. De résidence principale, les châteaux du Val-de-Loire vont devenir des résidences de passage. Ils ne sont plus au cœur de la vie politique. Les abords du fleuve vont devenir le cadre des plus beaux jardins que l'on puisse imaginer. Grâce à la qualité des sols et du climat, les châteaux se transformaient en écrins d'une vie brillante et raffinée. À l'est d'Azel-Rideau, un château se distingue des autres par son style unique en son genre. C'est le château de Cheverny qui marque un tournant dans l'histoire du Val-de-Loire. Le château de Cheverny, construit de 1604 à 1634, n'est pas du tout un château de la Renaissance. C'est un château de style classique et avec lui, on peut dire qu'est inventé en Val-de-Loire le style Louis XIII. Lorsque Paris redevient officiellement la capitale du royaume, les châteaux deviennent les demeures de plaisance des grands seigneurs. Celui de Philippe Hureau de Cheverny, garde des sceaux d'Henri IV, appartient toujours à la même famille depuis plus de 10 siècles. Le marquis Charles-Antoine de Vibray en est le descendant. Alors là, on est dans le grand salon du château. Et c'est véritablement un lieu d'échange, un lieu de réception. C'est un salon, d'ailleurs une pièce qui fait son apparition, ou qui n'existait pas avant dans les châteaux Renaissance. Dans ces châteaux, qui sont en fait des lieux de vie,
on se cultive, on apprend, on parle, on discute, on échange, on peut jouer de la musique. Cet art de recevoir va symboliser Cheverny. Et avec le XVIIe siècle, le Val-de-Loire devient la région de prédilection des amateurs de demeures de plaisance. Ainsi, l'un des hommes les plus importants de la cour de Louis XIV, le marquis de Valentinet, acquiert un château près de la ville de Tours, le château d'Ussé. Il est aujourd'hui une propriété privée. Le duc de Blacas et sa famille y résident depuis 2 siècles. Et ce qui marque à Ussé, c'est que le jardin n'a pas changé depuis le XVIIe siècle. Les remarquables jardins à la française ont été faits par Le Nôtre lui-même. Au XVIIe siècle apparaît le jardin à la française qui abandonne les pratiques du jardin Renaissance, qui était un jardin compartimenté avec des parterres bordurés de végétaux, au profit d'une autre logique qui est celle de grandes perspectives destinées à permettre au maître du jardin d'avoir sous les yeux l'ensemble de son jardin et même éventuellement le paysage qui s'étend au-delà. Le petit-fils du marquis, Louis, hérite du château en 1700. Avec lui, Ussé devient un lieu mondain où les lettrés parisiens aiment profiter d'une vie champêtre. Le marquis de Valentinet a reçu Voltaire, il a dû recevoir Fénelon, peut-être Madame de Sévigné, il a reçu tout ce que le royaume pouvait compter comme beaux esprits. Enfin, c'était ce que l'on appelle un salon littéraire aujourd'hui. Charles Perrault, qui a une maison dans les environs, est un ami du marquis d'Ussé. Il est un habitué de ces conversations et trouve au château une grande source d'inspiration. C'est là que l'homme de lettres fait naître Aurore, la Belle au bois dormant, le premier de ses contes, publié dans le Mercure galant de 1696. Le château d'Ussé est le type même du château de contes de fées, du château de rêve. Toutes ces tours un peu mystérieuses, ces toits pointus, cette pierre très blanche. Il y avait des loups sans doute en forêt de Chinon à l'époque. Tous les ingrédients sont là pour imaginer un conte merveilleux au sens noble du terme. Depuis le conteur légendaire, les fées, les reines et autres princes charmants du château d'Ussé font rêver les petites filles. Si le siècle de Louis XIV a révélé la vie de château dans le Val-de-Loire, le XVIIIe siècle va consacrer l'art de la conversation qui exige d'avoir de l'esprit et du goût. Une femme possède toutes ces qualités et incarne cet art de vivre. C'est la marquise de Pompadour. La grande et puissante favorite de Louis XV va marquer le Val-de-Loire avec son château de Ménard. Fermé au public, nous avons eu le rare privilège de pouvoir accéder à ce domaine. C'est un château qui est apaisant certainement pour les nerfs de Madame de Pompadour, qui sont des nerfs qui sont soumis à dure épreuve pendant qu'elle vit à Versailles. Et là, c'est, disons, la Touraine, c'est un lieu de retraite au bon sens du terme et de repos.
Madame de Pompadour a la folie des châteaux. Elle a des châteaux partout où elle refait un décor intérieur. Alors ici, c'est un ameublement, pour autant qu'on sache, extrêmement plus que raffiné, luxueux, qui provient des meilleurs ébénistes parisiens. Les peintres sont ses amis. Madame de Pompadour, c'est une femme des Lumières. Donc tout ce qui compte dans le monde littéraire, intellectuel et artistique est en accord avec elle. Et elle obtient ce qu'elle veut. C'est à Jacques-Ange Gabriel, le premier architecte du roi, qu'elle demande de dessiner les décors. Le château de Ménars conserve, ce qui est rare, tous les décors de ce que l'on appellera le style Pompadour. Des boiseries aux lignes plus droites et l'apparition de guirlandes de fleurs. Madame de Pompadour fait de Ménars une résidence moderne, à son goût. Elle restructure complètement l'intérieur. Elle organise pour elle un appartement qui comprend une chambre, un boudoir, une salle de bain dans laquelle elle fait accrocher un certain nombre de miroirs pivotants, de façon que depuis sa baignoire, elle puisse voir la Loire. Au rez-de-chaussée, il y a toute une enfilade de salons. Et la grande nouveauté du XVIIIe siècle, c'est la salle à manger, où la marquise donne de grands banquets. La cuisine n'est pas au sous-sol immédiatement. Elle a fait aménager les cuisines dans les communs avec un corridor souterrain qui conduisait directement à la salle à manger, sans doute pour ne pas être incommodé par les odeurs de cuisine et puis aussi par la domesticité. Durant 4 années, Madame de Pompadour va recevoir à Ménars tout ce que le siècle compte d'intellectuels et d'artistes. Le temps semble suspendu dans ce château, loin de l'agitation de la cour et de la capitale. On n'a jamais porté l'art de la conversation aussi haut qu'au XVIIIe siècle. Cet art de la conversation, c'est un art qui est typiquement français, où l'on parle de tout à condition de ne pas être ennuyeux. Et cette conversation permet d'égratigner, mais d'égratigner en douceur ceux qui ne sont pas là, bien évidemment. À la mort de Madame de Pompadour, en 1764, son frère, le marquis de Marigny, hérite du château. Il va faire à Ménars un joyau de verdure, des parterres de gazon ornés de statues. Madame de Pompadour en a une à son effigie. Il crée ce que l'on va appeler un jardin à l'anglaise. C'est le jardin où la nature semble dominer par rapport aux artifices qui ont cours dans les jardins à la française. Et tout cela, à l'époque de Rousseau, c'est des choses qui séduisent les spectateurs, qui croient y trouver davantage d'authenticité et surtout qui y trouvent quelque chose qui parle à la sensibilité et non plus à la seule raison. Or, le XVIIIe siècle est de plus en plus un siècle sensible. Les jardins de Roclin sont sans doute le plus bel exemple de jardins à l'anglaise qui existent aujourd'hui dans le Val-de-Loire. Les petits sentiers tortueux remplacent les allées rectilignes. Les formes irrégulières succèdent aux parterres de fleurs. La nature retrouve en apparence sa spontanéité. Pourtant, si on l'examine d'un peu plus près, on découvre une nature agencée avec esprit
et avec un idéal qui annonce le romantisme. Cette douceur de vivre va se trouver brusquement interrompue à la Révolution française qui va faire des châteaux des symboles de l'Ancien Régime. Je me trouve ici dans la salle dite de la Salamandre au château de Blois. C'est dans cette salle que l'on peut voir les traces laissées par les révolutionnaires. En effet, le château de Blois est transformé en caserne en 1788, ce qui le sauve, mais il aura à subir la destruction des emblèmes royaux. Au XIXe siècle, avant de procéder à la restauration du château, on a fait mouler les restes des décors disparus pour en garder témoignage. On voit d'ailleurs ici les traces des outils destructeurs sur ces moulages. Des décors du grand escalier, les salamandres ont disparu. Mais la Révolution n'a pas eu raison des trésors du Val-de-Loire. Elle va laisser la place au Premier Empire qui n'aura de cesse de vouloir retrouver les fastes et la façon de vivre de l'Ancien Régime. Napoléon estime qu'il faut de grandes maisons pour les gens qui occupent de grands emplois. Il va même, pour beaucoup de ses hauts dignitaires, pousser et aider financièrement. Ce fut le cas pour son ministre des Relations extérieures, le grand Charles-Maurice de Talleyrand, à qui il fait acquérir le château de Valençay. En arrivant au domaine de Valençay en 1803, Talleyrand commence par embellir le château. Il en fait une synthèse des styles du Val-de-Loire, le style Renaissance et le style classique. Le château est destiné à refléter la toute-puissance du ministre et devenir un lieu de rendez-vous diplomatique. Et chez le prince de Talleyrand, cela se passe à table. Talleyrand disait qu'il n'y a pas de bonne diplomatie sans bonne cuisine. C'était là où les grandes discussions se faisaient et c'était là où les choses pouvaient être finalement peut-être après signées ou pas en fonction des discussions. C'est tout l'art de la gastronomie diplomatique. Talleyrand avait à son service celui qui a révolutionné la cuisine et la pâtisserie en utilisant uniquement des produits frais, le chef Antonin Carême. Sur la table sont disposés tous les plats du repas. Entrées, plats de résistance et desserts, c'est ce que l'on a appelé le service à la française. Donc c'était un grand spectacle de réjouissance. Et vous aviez la spécialité d'Antonin Carême, les croque-en-bouche, les pièces montées. Les pièces montées qui étaient des vrais spectacles. Vous aviez des cascades modernes, des temples chinois, tout ça mis autour comme ça, comme un tableau de sucre. Antonin Carême restera 12 ans au service du prince, dont la table va devenir une des plus grandes tables de l'Empire. Les cuisines de Valençay sont extraordinaires, magnifiques et considérables. Et certainement, Talleyrand descendait à Valençay aux cuisines et surveillait la composition des menus. Il y a quelques 15 à 20 personnes, au moins, dans les cuisines de Valençay. C'est considérable. Même en dehors de Paris, Talleyrand se donne tout entier à la politique. C'est d'ailleurs la politique qui va modifier le destin de Valençay. Cet endroit qui était destiné à montrer le prestige de la République puis de l'Empire va finir par devenir une prison. Une prison, oui, mais une prison royale. Sur les conseils de Talleyrand, en 1808, Napoléon envahit l'Espagne et déloge du trône la famille royale. Mais en mai de cette même année, l'insurrection gagne la péninsule. Furieux de se retrouver empêtré dans ce bourbier espagnol, Napoléon décide de faire payer à Talleyrand ses mauvais conseils et ordonne que Valençay abrite l'exil des princes de la famille royale, Ferdinand, roi d'Espagne, et son frère Carlos.
La cour d'Espagne arrive avec des centaines de personnes. On essaye d'aménager. Talleyrand était extrêmement respectueux vis-à-vis des princes. Il reproduit à l'échelle de Valençay une cour espagnole. Le prince va organiser pour elle toutes sortes de divertissements. Ce sont les dames qui broderont l'ensemble de chaises de salon. À l'extérieur, promenades à cheval sont de mise, mais aussi parties de chasse et séances d'escrime. Le soir sont donnés des bals, des concerts, et Talleyrand va même ordonner la construction d'un petit théâtre, véritable bijou de classicisme. On fait venir une troupe de théâtre et on joue évidemment des pièces aussi peu politiques et aussi insipides que possible. Les princes espagnols quitteront le château en 1813, après 6 années d'exil doré. Talleyrand restera dans le Val-de-Loire jusqu'à sa mort en 1838. Au Premier Empire succède la Restauration, puis la monarchie de Juillet, le Second Empire et la Troisième République. Avec la Belle Époque, le Val-de-Loire va continuer de jouer son rôle pour une nouvelle élite. Financiers et industriels vont s'approprier la vie de château. Le lieu le plus emblématique de cette tendance est sans doute le château de Candé. Ce petit château du XVIe siècle est acquis en 1927 par un couple d'industriels franco-américains, Charles et Ferne Bedeau. Milliardaires, ils font de Candé un château sans équivalent dans la région. Une demeure d'un incroyable confort. Grâce à sa fortune très importante, il va pouvoir développer des installations assez extraordinaires et vraiment à la pointe de la technologie pour cette époque. Donc ça va être l'installation par exemple pour le château d'un chauffage centralisé, faire une installation d'eau courante systématique jusque sous les toits de cette demeure, l'électricité dans toutes les salles qui étaient produites directement dans le parc. Voilà un petit peu des exemples d'installations remarquables qu'il met au point en 27. Ainsi, chacune des 8 chambres est pourvue d'une salle de bain alimentée en eau courante et chaude à volonté. Dans cette salle de bain, donc, on retrouve tous les éléments indispensables, tels que la baignoire, par exemple. Donc, un détail très important, c'est qu'il faut savoir que tous les sanitaires ont été importés directement des États-Unis, puisque les techniques de conception étaient beaucoup plus développées. Beaucoup de luxe dans le décor. De la mosaïque de pâte de verre dans le style art déco sur les murs. Du bronze ou du cristal pour la robinetterie. Près de 60 tonnes de tuyaux sont cachés dans les murs Renaissance extrêmement épais finalement, dont on a une idée de l'épaisseur en regardant la percée des fenêtres. À Candé, le couple Bedeau mène une vie à l'américaine dans une France qui leur semble bien à la traîne. Charles Bedeau est un homme d'affaires. Il a besoin d'être en contact permanent avec les États-Unis. Or, les moyens de communication sont limités, notamment ceux du bureau des postes. Il y a des contraintes à respecter, notamment les horaires d'ouverture du bureau. C'est pas 7 jours sur 7 ni 24 heures sur 24. Et petit à petit, en fouillant les archives, donc, on s'aperçoit que Charles Bedeau va installer son propre centrale téléphonique raccordé à celui de la ville de Tours. Ça change tout, puisqu'il y a une opératrice qui travaille à demeure pour que l'on puisse téléphoner directement depuis le domaine à travers le monde entier dans les années 30. Donc c'est une installation moderne extrêmement remarquable. À Candé,
La vie de château du couple Bedeau rime avec vie mondaine et loisirs. Tennis, golf dans le parc, mais aussi salle de culture physique. Des appareils innovants, les mêmes que ceux du Titanic, sont installés dans le donjon néo-gothique. Le sport entre dans les mœurs, la culture du corps devient très importante. On a le souci de pratiquer des activités physiques et sportives vraiment pour entretenir sa silhouette, avoir une silhouette fine et bien musclée. Donc on est tout à fait dans cette dimension-là. Aux États-Unis, Ferne Bedeau avait entamé une carrière de soprano. Pas question à Candé de renoncer à son goût pour la musique. Le couple fait appel à un grand facteur d'orgue américain, Ernest Martin Skinner, pour installer un instrument au cœur de la bibliothèque. L'orgue de Candé prend une place monstrueuse dans le château puisqu'on le retrouve sur 3 niveaux différents. L'instrument a été totalement fait sur mesure puisque tout est imbriqué entre les pans des murs, donc ça a été un travail de titan. Classé monument historique en 1993, cet orgue fait partie des 3 derniers modèles en état de fonctionnement dans le monde. Les Bedeau invitaient ponctuellement des musiciens pour venir jouer ici. Et nous savons que Marcel Dupré est venu jouer ici plusieurs fois, notamment le 3 juin 1937 à l'occasion du mariage du duc de Windsor avec Wallis Simpson. Américaine, roturière, 2 fois divorcée, Wallis Simpson vit le grand amour avec le prince Édouard, duc de Windsor, et elle fait scandale. Le couple Bedeau va lui proposer son château caché au fond des bois pour célébrer son mariage avec le prince à l'abri des regards. On voit la signature d'Édouard au-dessus, de Wallis en dessous, et la date du mariage, 3/6/37. La famille royale d'Angleterre n'étant pas favorable à cette union, le plus compliqué fut de trouver un pasteur anglican qui accepte de célébrer le mariage religieux sans l'accord de sa hiérarchie. Mais les Bedeau ont de l'entre-gens et le mariage est célébré juste avant l'été 1937. Alors nous arrivons au salon de musique où s'est déroulé le mariage religieux. On voit en s'approchant de l'autel qui a été mis là exprès pour la circonstance, la robe que portait Wallis Simpson, célèbre évidemment par son bleu, qu'on a surnommé le bleu Wallis, puisqu'elle adorait cette couleur qui, semble-t-il, allait fort bien à ses yeux. Seules 16 personnes assistent à ce mariage du siècle. Quelques années plus tard, soupçonné de collaboration car très proche des nazis, Charles Bedeau est arrêté et incarcéré par les Américains en 1943. Il se donne la mort 1 an plus tard. Charles Bedeau était quelqu'un de très ambitieux et peut-être un petit peu opportuniste. Dans le monde des affaires, ça lui a joué donc des tours sur la fin de sa vie. Il n'a pas toujours traité, semble-t-il, avec les bonnes personnes. Comme Charles Bedeau, de nombreux hommes fortunés font au début du siècle l'acquisition de domaines dans le Val-de-Loire pour asseoir leur position. Un médecin d'origine espagnole, le docteur Joachim Carvalho, achète en 1906 un château au cœur d'un magnifique parc à l'anglaise, à 20 km à l'ouest de Candé, celui de Villandry. Avec lui, ce sera un retour aux sources. Il va faire revivre l'âge d'or du Val-de-Loire, la Renaissance. Il n'est pas l'industriel enrichi qui manifeste sa réussite en se payant un château comme d'autres se payent une danseuse. Lui, le château, il a une fonction, et le parc en particulier a une fonction d'expression. Il est quasiment un créateur. Car Joachim Carvalho a pour Villandry un projet. En chercheur, il découvre qu'au XVIe siècle, le château disposait d'un grand jardin dont le maître d'œuvre n'était autre que le ministre des Finances de François Ier. Et Carvalho arrive dans ce château et décide de supprimer ce jardin à l'anglaise. Donc, panique à Villandry, les villageois ne comprennent pas, il arrache les glycines, enfin bon, c'est extraordinaire. Et
parce qu'il veut retrouver l'esprit des anciens jardins à la française et même Renaissance. Henri Carvalho est le petit-fils de Joachim. C'est lui qui dirige aujourd'hui le château de Villandry avec la rigueur qui fait les jardins remarquables. Il a retrouvé le plan de travail mis au point par son arrière-grand-père. Les jardins de Villandry ne sont pas une simple copie de reproduction des traités d'architecture, ils sont une réinvention. Sur 1 hectare, il va réaliser un jardin à 3 niveaux et ces 3 terrasses ont une dimension symbolique. Mon arrière-grand-père Joachim évoquait souvent l'idée qu'il avait qu'il y a une équivalence entre ces 3 terrasses et l'être humain. Et au niveau le plus bas se trouve le jardin potager, qui est le plus emblématique. Comme étant la dimension corporelle de l'être humain, on y trouve de très nombreux légumes qui sont faits qui sont nourriciers. On assemble dans ce potager les légumes et les fleurs pour former, vous voyez, un damier ou un échiquier multicolore décoratif. Au second niveau, donc, on trouvera les jardins d'ornement. Le jardin d'ornement où se trouve le jardin d'amour, le jardin de la musique, c'était en quelque sorte le mental ou l'esprit. Son troisième niveau qu'il trouvait le plus spirituel, en quelque sorte, le jardin d'eau, c'était pour lui le niveau correspondant à l'âme. Donc il y avait dans cette composition de ces 3 terrasses une représentation un peu symbolique de l'être humain. Carvalho est quelqu'un qui a des aspirations intellectuelles, philosophiques, quasiment religieuses même, qui l'animent très fortement. Et c'est dans cette optique qu'il aborde Villandry, qu'il aborde le jardin. Pour le nouveau maître de Villandry, l'art, dont font partie les jardins, doit conduire à une élévation de l'âme. Et donc, ce qu'il a voulu mettre en œuvre à travers ces jardins, c'est la beauté et ce qu'elle apporte de nécessaire à l'humain. Avec Villandry, ce sont les jardins Renaissance qui ont repris vie. Ils nous rappellent aujourd'hui ce que furent l'écrin des châteaux de la Loire au XVe et XVIe siècle. Les châteaux de la Loire nous projettent dans une époque où l'apparat et le luxe sont érigés en modèle, où la beauté, le plaisir et la fête sont un art de vivre. Avec les guerres et les ravages du temps, un grand nombre de ces chefs-d'œuvre ont failli disparaître. Grâce aux cris d'alarme d'écrivains et d'artistes bouleversés par la vision des monuments en ruine, la valeur patrimoniale de cet héritage a émergé dans les consciences et ce désastre n'a pas eu lieu. Le Val-de-Loire fut sauvé, restauré, valorisé et nous invite aujourd'hui à partager son univers, son atmosphère et sa douceur. Vous aurez donc compris pourquoi le Val-de-Loire est un haut lieu du tourisme en France et pourquoi il est classé patrimoine mondial de l'humanité. Les châteaux ligériens sont parmi les plus beaux trésors de France et c'est dans le Val-de-Loire que s'est écrit une grande partie de notre culture commune, de notre identité, de l'excellence à la française. J'espère que ce voyage à la découverte de nos plus beaux chefs-d'œuvre vous aura passionné. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux trésors à découvrir.